Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Good morning euro dollar, on va parler de tout de toute façon. Vincent Gann pour vous retrouver à cette heure-ci, une fois n'est pas coutume, vous retrouverez Sylvain à partir de 9h15. Nous avons interverti les émissions ce matin. On va parler de beaucoup de marchés, on va parler de l'indice S&P 500 qui ne franchit pas pour l'instant la ligne de coup d'un fameux potentiel double bottom. Le marché actuellement n'a Dieu que pour Wall Street. Wall Street va-t-elle transformer le rebond technique en une avancée de court terme? Pour le moment, ce n'est pas le cas, quoique le Dow Jones, lui, semble avoir franchi de manière marginale la résistance, mais là encore, ce n'est pas très significatif et il y a des divergences. En Europe, sur les indices boursiers européens, il y a des divergences baissières cachées potentielles sur l'Eurostoxx 50, sur le DAX, sur le CAC 40. Bref, la situation technique des indices n'est pas encore résolue. Cette question hier que je me posais, à savoir peut-on donc transformer le rebond technique en une vraie tendance haussière de court terme, en se projetant bien sûr sur les gels de production de pétrole. La Russie devrait, en tout cas une réunion est prévue le 1er mars prochain pour envisager que la Russie gèle aussi sa production, ce qui est le cas des pays majeurs de l'OPEP. Alors pendant cette introduction, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Le dollar US, les nouvelles anticipations relatives au taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors tout est parti de cette inflation sous-jacente aux États-Unis qui a été largement supérieure aux attentes vendredi. Et donc tout au long de la semaine, un agenda macro serré. Non, au final, tout le monde ne regarde qu'un marché, le SP500. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Alors je vous poste dans la section commentaires l'agenda du jour, sachant que des chiffres sont déjà tombés de toute façon. Maintenant on s'intéresse à l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Ensuite des statistiques aux États-Unis dans le secteur immobilier résidentiel. Et enfin, c'est indiqué sur le calendrier économique d'EliFX, je vous le montre tout de suite, il y a des prises de parole de membres de banques centrales majeures aujourd'hui. Donc à 11h, M. Carnet s'exprime. Alors c'est important, hein, McCarney, parce que voilà, le Brexit, le 23 juin prochain, le référendum, la livre sterling sous pression, et je pense que la livre sterling va rester baissière au moins jusqu'au mois de juin prochain. Et pourtant, le GBP-USD ne cesse de baisser et près de 70% des traders particuliers l'achètent. Donc voilà, selon l'opinion contraire, se mettre en face des mains faibles, alors les mains faibles, c'est pas péjoratif, mais on oppose toujours les traders particuliers, la masse des traders particuliers, aux investisseurs institutionnels. Et bien ces traders particuliers sont à l'achat, alors que les institutionnels sont à la vente. Donc mécaniquement, eh bien, autant faire confiance aux vendeurs. Surtout qu'il y a quand même de bonnes raisons pour que la livre sterling reste sous pression. D'autre part, l'analyse technique a quand même donné des signaux vendeurs sur le sterling, sur lesquels nous allons revenir. Alors, donc, parmi les prises de parole aujourd'hui de membres de banques centrales, M. Carnet à 11h, M. Jordan de la Banque nationale suisse à 12h15 et un membre du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne, M. Daniel Nouy, à 14h30. Voilà pour l'agenda économique du jour. Parlons peu, parlons bien, parlons marché, parlons indice boursier, parlons forex. On ne parlera pas matière première, ce sera à 10h30 le traditionnel rendez-vous avec Yoav, notamment l'once d'or qui ne lâche rien, les valeurs refuges d'ailleurs n'ont jamais lâché. Ni le yen, ni le Bund, ni le gold n'ont chuté avec le rebond technique des marchés actions qui pourrait donc se terminer là parce que on ne transforme pas en dépassant certains seuils techniques majeurs. Voilà pour l'introduction, on passe au graphique. Le SP500, l'indice de référence de la finance mondiale. Actuellement sur le marché, technicien, non technicien, les investisseurs n'ont Dieu que pour lui. Pour quelle raison? Parce que d'une part, il a toujours tenu son support majeur à 1810 points, et que d'autre part, tout le monde a vu une potentielle figure en double bottom. Mécaniquement, c'est important parce que s'il s'agit d'un double bottom, et pour cela il faut franchir la ligne de coup, le potentiel derrière d'avancer est significatif. On remonte à 2000, 2030, voire 2080 points. Alors forcément, cela transformera aussi le rebond technique en Europe vers une avancée beaucoup plus importante. On verrait même le CAC à 4500 points. Enfin voilà, il y aurait du potentiel qui serait donné par Wall Street. Alors hier, je vous ai expliqué que je ne me positionnais pas, hein, parce que voilà, c'est un niveau tellement important que je ne vais pas tirer au sort le choix du marché. Je ne connais pas ce choix du marché. Bon, forcément, du point de vue des facteurs de risque, le prix du pétrole, bon, bah maintenant il y a un gel de la production. Ce n'est pas des quotas qui ont fait baisser la production, mais il y a un gel.
Et la Russie devrait faire comme l'OPEP. Il y a bien sûr les banques centrales, la Banque Centrale Européenne le 10 mars prochain. Tout le monde espère le lancement du quantitative easing numéro 2. Le quantitative easing numéro 2 sera un renforcement du volume monétaire du programme de quantitative easing actuel. C'est 60 milliards d'euros par mois investis. Il y aurait peut-être désormais 70 ou 75. Ce sont donc les facts. Et puis forcément le secteur bancaire qui a été massacré, probablement exagéré. Alors certaines banques majeures en Europe, on a parlé beaucoup de la Deutsche Bank, de la Banque Santander en Espagne, d'Unicredit, face à un risque de capital. Alors déjà un risque de capital lié à leur activité propre, ouais, elles ne font pas assez de capital, les taux d'intérêt sont trop bas, et puis aussi à des créances, créances pétrole et gaz. Mais on a vu que les banques françaises, elles étaient plutôt parmi les plus résilientes. Donc là, elles se sont bien reprises d'ailleurs. Parce qu'elles ont été massacrées, mais pas parce qu'elles étaient directement concernées. Elles souffraient parce que le secteur se repliait. Donc le SP500, hier, j'attendais la clôture journalière pour savoir si nous allions avoir soit un franchissement significatif, soit un rejet. Et en l'état, c'est ni l'un ni l'autre. Un chandelier, un test, une petite mèche haute, et on se retrouve toujours sous la ligne de coup, mais il n'y a pas de rejet. Donc, je n'ai toujours pas la réponse, je ne sais pas. Je n'ai pas le chandelier qui me permet de trancher. À l'époque, quand le SP500 avait fait un double bottom, ici, on avait une vraie cassure, un pullback, et c'est parti. Là, on n'a pas de cassure, mais on n'a pas non plus un chandelier hyper baissier comme ici. Donc, impossible de trancher. Je n'ai pas la réponse, je l'aurai peut-être ce soir à la clôture journalière, on verra. Le Dow Jones maintenant. Le Dow Jones, lui aussi, donc tout le monde étudie cette possibilité d'un double bottom. La ligne de coup a été dépassée. La ligne de coup a été dépassée à 16 509 points, sauf que comme toute figure de creux qui se respecte, lorsqu'on dépasse la ligne de coup, il faut une avancée significative. C'est difficile de retourner un marché baissier, beaucoup plus que de retourner un marché haussier. Il faut du volume, il faut des capitaux pour retourner une phase baissière. Alors là, on tente de dépasser le niveau. La chose qui me dérange, c'est que c'est pas significatif. Alors je ne vais pas m'enfermer dans un biais de chartiste, mais pourquoi pas y voir aussi l'amorce d'une compression en biseau et surtout potentiellement une div standard cette fois-ci sur l'US 30. Donc je suis très méfiant. D'autre part, il y a une divergence Dow Jones S&P 500 qui ne permet pas de trancher. Donc voilà, le marché ne nous fait pas ce plaisir de donner un signal technique limpide. En Europe maintenant, l'Eurostoxx 50, le CAC et le DAX sont sous une épée de Damoclès technique. Cette épée de Damoclès technique, il s'agit de divergences baissières cachées lorsque vous comparez l'évolution de l'action des prix et du momentum, ici représenté par l'indicateur technique RSI. Alors que l'indicateur technique RSI reprend la zone des 50, effectue un nouveau sommet, donc mettant en représentation relative les variations haussières au-dessus de 50%, et bien malgré cela, le prix reste très en deçà de son sommet atteint le 1er février. D'autre part, l'Eurostoxx 50 cherche à quitter par le haut le canal de baisse en place depuis le 3 décembre, mais il ne le fait pas de manière significative. Donc, et c'est ce que représente en fait cette potentielle divergence baissière cachée, qui est aussi ici présente sur le CAC. Donc, je suis très méfiant. Et à la question que vous pouvez par exemple vous poser, va-t-on transformer le rebond technique en une avancée de court terme, donc qui pourrait durer davantage? Ça reste possible, parce que toutes ces divergences potentielles, on peut complètement les invalider. La meilleure façon d'invalider ces diffs potentielles, c'est de faire aujourd'hui une superbe séance haussière, avec des grands chandeliers positifs, et alors là on invalide toutes ces diffs potentielles, et on remonte, et on va à 4500. Mais pour l'instant, je n'ai pas en fait ce signal. Et la séance d'hier ne m'a pas donné la réponse. Alors, bon, ça c'est pour le D1. Allez, on étudie le DAX en 15 minutes. Alors, on étudie le DAX en 15 minutes. Et ensuite, on regarde le Forex. Alors, je passe en plein écran. On va retirer un peu tout ça, qu'on y voit clair. Allez, on retire les moyennes mobiles. J'ai envie
qu'on y voit clair, on se concentre sur deux choses. Une chose, pardon, l'avancée du marché depuis le 11 février. Alors, pourquoi depuis le 11 février? C'est le point de départ du rebond technique, d'accord? Vous avez tout un tas de lignes de tendance que vous pouvez tracer, hein. Le marché est toujours... Alors, il y a certaines qui ont déjà été emportées, qui n'existent plus. Mais actuellement, voilà dans quoi est le marché. Voilà le DAX, en 15 minutes. Alors, hier, on commence quand même à avoir un peu du mal. Ce que vous retrouvez en fait ici sur le graphe du DAX, c'est cette potentielle divergence baissière cachée. Ça commence en fait à comprimer. Alors, premier signal de faiblesse sur le DAX, tentative hier de débordement des sommets du 18 février, réintégration. Et on avait même d'ailleurs dans le biseau un petit biseau ici. Bon bref, ce sont des figures d'essoufflement. Donc là, en ce qui concerne l'action des prix à très court terme, qu'est-ce qu'on peut envisager sur le DAX? On a eu un chandelier de rejet. Je vois qu'on souffre dans cette compression. Hier, on avait donné un signal positif en sortant par le haut. C'était une espèce de formation élargie. Donc là, il y avait un chandelier positif. On a commencé à comprimer. Le marché a invalidé le dépassement ici des sommets du 18 février. Donc qui reprennent leur statut de résistance. Moi, j'aurais tendance à me méfier. En tout cas, je n'envisage pas d'achat tant qu'on est sous ces 1554, à savoir le précédent sommet du 18 février, et surtout le point de décrochage là de ce micro biseau dans le peut-être une figure de compression un peu plus large. Alors, maintenant pour ce qui est de l'immédiat court terme, ok, le RSI M15 est survendu, d'accord, j'applique simplement, je retrace la récente phase d'avancée, bon, on tient le 38,2, ok. Ça c'est du rythme de marché. Est-ce que le marché peut carrément remonter à 1954? Honnêtement, c'est quelque chose qui est possible, mais j'aurais tendance à croire que après ce choc, dans le meilleur des cas, le marché ferait un range. Alors, je vais positionner d'autres résistances. J'aurais plutôt ce matin, sur le DAX, un scénario de retour sur cette ligne de tendance. Donc, voilà, c'est plutôt cette zone-là que je vise. Et ce scénario de repli, je vais le maintenir tant qu'on se maintient sous le point de décrochage de la veille et en fait sous les précédents sommets du 18 février. Donc, j'envisage un retour du DAX au contact de cette ligne de tendance haussière. Donc ça passe à 9430, 9450. On a fait un mât baissier, là on fait un petit range. Il y a carrément la possibilité de perdre une cinquantaine de points, de revenir dans cette zone. Bon, en tout cas, voilà ce que me suggère le graphique, 15 minutes. Voilà pour les indices boursiers. Rapidement un mot sur le FX, parce qu'il faut que je me dépêche. Bon, ça sera surtout Sylvain qui parlera du FX, hein, puisque ce sera le Good Morning Euro-Dollar. Rapidement, le yen garde la main. Toutes les valeurs refuges ont gardé le cap. L'once d'or n'a pas cassé de support, le Bund encore moins, et le yen franchir une résistance, honnêtement c'est un peu... Enfin, après c'est mon opinion, je me trompe peut-être. Ça n'aura pas lieu cette année. Regardez le graphique hebdomadaire de l'USD Yen. Je ne parle que de l'USD Yen et je laisse Sylvain s'occuper du marché des changes à 9h15. La stratégie d'achat du yen en 2016 sur le marché des changes est probablement la stratégie avec un grand L majuscule. Et puis derrière, pour le premier semestre, la vente de la livre sterling. Donc forcément, le GBP yen, c'est superbe à la vente. Mais il n'y a rien d'haussier sur l'USD yen depuis la cassure des 116. Regardez la semaine dernière, on n'a même pas profité du rebond technique. Un chandelier comme celui de la semaine dernière sur l'USD yen, c'est horrible. Enfin, en tout cas, c'est dans le sens de la tendance baissière. Donc, un USD yen à aller chercher 110 yens, vu l'incapacité de ce marché à remonter avec la reprise technique des marchés actions, j'ai une conviction très forte. D'autre part, hier, je vais être honnête, je constatais une remontée du marché. Et mon opinion était que la résistance à 113,37 était trop faible pour adopter une stratégie de vente. Sachant que la meilleure, c'était la semaine dernière, avec une divergence baissière cachée, à la fois sur GBP Yen et USD Yen. Eh bien, je suis surpris de voir que cette toute première résistance à 113,37, elle a agi au pipe près, et que le marché est à nouveau sous pression.
Comme quoi, je devrais vraiment faire confiance à toutes les résistances pour vendre les paires en yens. Quant au GBP yen, aucune divergence haussière, rien, c'est la chute libre. Rien ne contredit la poursuite de la baisse de ce marché qui a brisé hier ses plus bas à 160 yens. C'est un signal de vente. Quant à l'analyse technique, elle permet d'envisager un retour sur le niveau des 156, une zone pivot qui remonte donc à l'été 2013. Et là, il n'y a rien, il y a pas de div, là, il y a juste des cassures de momentum. Donc c'est complètement baissier. Et il n'y a rien actuellement de plus baissier sur le marché d'échange que le GBP Yen. Et je pense qu'on verra 106 sous une semaine. 156, pardon. Voilà, donc bah, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Seb, qui est retour donc dans nos colonnes. Voilà, bah écoutez, je laisse Sylvain s'occuper du marché d'échange à partir de 9h15. Vous avez eu donc mon opinion. Quant à moi, vous aurez mon opinion sur toutes les paires du marché d'échange dans le morning meeting à 11h. Et les matières premières, l'once d'or, le pétrole, c'est 10h30 pour le Commodities Market Report. Merci beaucoup, bonne matinée et n'oubliez pas l'indice IFO à 10h et à tout à l'heure.